Au sommaire de votre émission, 90, c'est le nombre d'opérations réalisées avec Da Vinci, le nouveau robot d'assistance chirurgicale de l'hôpital de Sarreguemines depuis sa mise en service en septembre dernier. Il est utilisé chaque semaine pour des interventions en chirurgie digestive, urologique et gynécologique. Les professionnels de santé continuent à être formés à ce nouvel outil qui leur permet de gagner en précision et en efficacité. J-6 avant la cérémonie du guide Michelin à Metz, une échéance cruciale pour le restaurant de Larnsbourg à Bérenthal. Depuis 9 ans, le chef Fabien Mengus a su préserver l'unique étoile de l'établissement après la perte des 3 étoiles lors du départ de l'ancien patron. Toujours à Bérenthal, la commune a reçu la semaine dernière la visite du sous-préfet Wassim Kamel. Plusieurs projets vitaux ont été abordés, dont la sécurisation des ruines du château de Larnsbourg et l'avenir de la friche industrielle de l'ancienne orfèvrerie. Elle espère obtenir l'appui du soutien de l'État dans ses démarches administratives. La mairie de Vitrain va faire peau neuve. Les travaux s'élèvent à 100 000 €. La commune espère faire financer le projet à hauteur de 40% par l'État. Une demande de subvention a été déposée. Les tumultes de la vie artistique, c'est le thème du dernier spectacle des lycéens du conservatoire de Sarreguemines. Vendredi dernier, ils ont enflammé la scène du casino des Faïenceries avec 2 pièces mêlant humour et sincérité. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous, heureux de vous retrouver pour faire un nouveau tour d'horizon de l'actu locale. Dans cette émission, on vous propose un nouvel épisode de notre mini-série Histoire d'Histoire. Nous partirons à la rencontre de Jacqueline Mouzard, mémoire vivante de Sarreguemines. À 98 ans, elle n'a presque rien oublié de l'occupation, de la libération et des combats meurtriers de l'hiver 1945. Un témoignage poignant à découvrir après la pub. On ouvre ce journal avec cette petite révolution pour les blocs opératoires de l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. Depuis septembre, un robot chirurgical de dernière génération assiste les chirurgiens en urologie, gynécologie et chirurgie digestive. Il permet de gagner en précision, en malléabilité et en efficacité lors des opérations. L'établissement a présenté son nouveau bijou au grand public dans le hall d'entrée. Reportage de Camille Henriot. Ce robot à 4 bras semble tout droit sorti du futur. Et pourtant, il fait déjà partie du quotidien des chirurgiens à l'hôpital Robert Pax. Lors de cette journée, Janine a testé le précédent et nouveau mode opératoire sur ces 2 simulateurs. Et le résultat est bluffant entre la chirurgie par cystoscopie et le nouveau robot d'assistance chirurgicale. C'était plus difficile là, à la Célio, que donc après en arrivant au robot, on a une plus grande visibilité aussi de profondeur. C'est plus sécurisant, je trouve. Chaque semaine, ce robot est utilisé pour des opérations de chirurgie digestive, urologique et gynécologique à l'hôpital Robert Pax. On a un certain type d'interventions qui sont très difficiles, par exemple les cancers du rectum, puisque ce sont des dissections dans des zones très étroites qui demandent vraiment beaucoup de précision. Et le robot est étonnant parce que vraiment il permet de s'exposer de manière beaucoup plus facile et fluide. Et ça marche tellement bien que ça diminue drastiquement le recours à la conversion, c'est-à-dire qu'on ouvre beaucoup moins les malades avec cette technique-là. Le robot a 4 bras, 3 bras pour la chirurgie, 1 bras pour la caméra, autrement dit les yeux du chirurgien. Ils opèrent assis grâce à ces commandes et une vision en 3D qui leur permet de gagner en confort et en précision lors des opérations. Ça permet notamment d'éviter les complications post-opératoires. En début de procédure, on doit positionner ce trait noir épais au niveau de la traversée de la paroi. Il y a tout un calcul dans la mobilité des instruments qui, de façon informatique, fait que ce point-là est ce qu'on appelle le point zéro. Il n'exerce aucune pression au niveau des muscles de la paroi abdominale. Et ce détail qui n'a l'air de rien change tout dans les douleurs post-opératoires. Depuis sa mise en service à l'hôpital Robert Pax, plus de 90 opérations ont déjà été réalisées grâce à ce robot d'assistance chirurgicale. À quelques jours de la cérémonie du guide Michelin qui aura lieu lundi à Metz, on vous emmène dans les 2 restaurants étoilés de notre arrondissement. Aujourd'hui, focus sur Larnsbourg, situé à Bérenthal. Il est tenu par le chef Sébastien Mengus depuis 2016. Un macaron solidement ancré après la perte des 3 étoiles lors du départ de l'ancien patron. Découverte en images avec Mathéo Philippe.
Chacun s'affaire en silence dans cette cuisine étoilée de Larnsbourg. On va mettre du beurre noisette. Seules les indications et les robots viennent ponctuer l'organisation bien rodée. Et ensuite, on va le mixer. Donc là, on regarde toujours si la texture elle nous convient par rapport à ce qu'on veut faire avec. Donc là, c'est bon. Le cuistot propose 3 menus allant de 63 à 165 €. Une carte réduite qui séduit. La semaine prochaine, c'est complet toute la semaine. Souvent, nous, c'est prévu, c'est pour demain, c'est complet à midi. Demain soir aussi, samedi midi aussi. Anciennement 3 fois étoilé, le restaurant est racheté en 2016 par Fabien Mingus et sa femme. Il perd cette distinction, mais retrouve rapidement un macaron quelques mois plus tard. Pour nous, c'était aussi un exercice, venir dans un restaurant qu'on ne connaît pas, travailler différemment. Enfin voilà, vu que le restaurant n'est pas le même que celui qu'on avait au départ. Chou-fleur, butternut, poisson, le chef travaille avec les produits frais d'un maraîcher du coin. Je pense qu'on est le précurseur aussi du client, de lui montrer des choses qu'il ne connaît pas et des choses qui sont de saison aussi, que lui peut-être n'imagine pas. Une approche raffinée des plats. Quand tu vas renettoyer, il faudra faire la purée. Qui s'étend jusqu'au dessert. En pâtisserie, trouver toujours quelque chose de nouveau, des alliances de saveurs qu'on n'aurait pas l'habitude de goûter chez soi ou trouver de nouveaux produits, de nouvelles épices. 2 huîtres, 2 œufs, 2 mecs, 2 bœufs. Et la découverte se passe dans les assiettes. Et écrasé de pommes de terre, Melfort avec croûtons et capre à queue à l'huile de noisette. Je complète avec une grenobloise qui est une vinaigrette tiédie au capre et citron. Dans la salle, il y a les novices. Là, c'est la première fois ici. Je connaissais le restaurant de nom et puis le service impeccable, la qualité à la fois des vins et des mets, c'est vraiment succulent. Et les habitués. On a un abonnement. Et pourquoi alors? C'est au moins la 10e fois, parce que la nourriture est excellente. On a une très bonne ambiance. Pourtant, on fait 150 km pour venir une fois par mois. Ouvert du mercredi soir au dimanche soir, le restaurant Larnsbourg est aussi un hôtel relais et château que gère quotidiennement la famille. Et jeudi, on vous emmènera dans l'autre restaurant étoilé de Sarreguemines de notre arrondissement, l'Auberge Saint-Walfried. On reste à Bérenthal où le représentant local de l'État, Wassim Kamel, est allé à la rencontre de l'équipe municipale la semaine dernière. Plusieurs projets d'aménagement bloqués dans les démarches administratives ont été évoqués. Tour d'horizon avec Thibaut Desmerlet. Direction la vallée de l'Ours pour le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel. Avant de visiter quelques points d'intérêt du village, il a rencontré une partie de l'équipe municipale. Plusieurs dossiers ont été abordés. La sécurisation des ruines du château de Larnsbourg, les milieux aquatiques comme l'étang du Schmalental ou encore la Zinsel Nord, la fragilisation des digues et la friche industrielle de l'ancienne orfèvrerie. Des points vitaux où la commune souhaite l'intervention du représentant de l'État. Les financements, on aura besoin de financement, évidemment qu'on fera des dossiers et évidemment qu'on les fera avec lui, avec son aide et avec son soutien. Mais aujourd'hui, l'idée c'est plutôt de faire aboutir ces projets qui sont sur la table et qui n'avancent pas souvent pour des questions administratives. Je les ai assurés de mon soutien parce que c'est le rôle du sous-préfet d'être l'appui à l'ingénierie et à la résolution de difficultés administratives ou d'anticiper les difficultés auprès des maires et des conseils municipaux des communes rurales. Un autre point a été évoqué, celui du nombre important de résidences secondaires sur la commune et leur impact sur le budget communal. J'ai demandé au maire de me faire un point précis sur ce dossier et en tout cas, s'il est bien dans les dispositions réglementaires, il aura tout mon appui pour que ça puisse bénéficier d'un point de vue financier aux recettes de la commune. Après les discussions, le sous-préfet a notamment visité le centre de jeunesse, le camping Ramstein Plage et la digue.
À Vitrain aussi, les projets fourmillent. La commune souhaite rénover sa mairie et remettre en état la rue du Stockwald. Ces 2 dossiers ont été portés à l'attention du sous-préfet Wassim Kamel lors de sa visite. Les détails avec Thibaut Desmerlet. L'équipe municipale de Vitrain s'est mobilisée pour commencer les travaux de rénovation de sa mairie. Le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel, a constaté les avancées lors de sa visite. Un projet qui tient à cœur à la municipalité. La première phase de la mise aux normes de la mairie a été prise en main par l'équipe actuelle de façon bénévole. Et donc nous avons réalisé nous-mêmes les travaux de mise aux normes des toilettes PMR. Pour la deuxième phase, plusieurs entreprises devront intervenir. Les travaux s'élèvent à 100 000 €. Un dossier a été déposé pour une subvention au titre de la DETR à hauteur de 40%. Effectivement, le dossier de la commune sera instruit avec toute la bienveillance nécessaire. Le représentant de l'État a ensuite visité la commune et ses différents points d'intérêt avec un exposé sur son histoire. L'équipe municipale a aussi présenté les projets réalisés. Un passage a été effectué à la ferme des Trois-Vallées où le sous-préfet a rencontré le gérant Thierry Meyer. Un autre dossier a été évoqué, celui de l'aménagement et la remise en état de la route menant à l'exploitation, la rue du Stockwald. Pour financer ce gros projet, l'enveloppe est estimée entre 900 000 et 1 million d'euros. C'est en cours d'étude. Nous travaillons avec la MATEC, le bureau d'études de la Moselle. Et pour l'instant, nous avons lancé les études géotechniques. La voirie, qui relève d'une autre compétence, bien évidemment, j'appuierai le maire dans ces démarches parce que c'est nécessaire à l'activité économique et au développement et à la richesse de la commune. L'ambition serait aussi de relier l'Alsace et la Moselle avec cette route. On part maintenant à Blischweien pour un aperçu de l'exposition photo annuelle de l'association Détente et Loisirs. Plusieurs centaines de clichés étaient exposés ce week-end ainsi que des tableaux du peintre Raymond Willem représentant essentiellement des scènes de la Libération. 4 thèmes étaient présentés. L'évacuation en 1939, la Libération en 1945, les inondations de 1993 et 2024 et enfin les Jeux Olympiques avec le passage de la flamme. Plusieurs centaines de visiteurs ont observé cette collection rassemblée par Nicole Roth. Autre temps fort de l'actualité culturelle, entre tension et tourment, la vie d'artiste est parfois loin d'être un long fleuve tranquille. Ce week-end, les lycéens du conservatoire de Sarreguemines l'ont illustré sur scène à travers 2 pièces inspirées de Jean Anouilh. Regardez. Derrière le rideau, l'envers du décor est parfois plus sombre qu'il n'y paraît. Mais qu'est-ce que vous avez, vous ? Oh, monsieur, c'est affreux ce qui se passe. Sur la scène du casino des Faïenceries, les élèves du conservatoire ont joué les épisodes de la vie des artistes. La première pièce suit les tourments d'un écrivain à succès, rattrapé par sa notoriété. Elle se déroule dans les années 50, une époque marquée par la pénurie de logements. Les foyers qui possédaient des pièces vacantes voyaient leurs espaces réquisitionnés pour loger des locataires. Mais bien sûr, mais s'il complot, il ne trouvera jamais la fuite. La seconde pièce plonge le spectateur dans le tumulte d'un orchestre, où ego et rivalité se heurtent. Une mise en scène et adaptation de Margot Goer, qui jongle entre humour et sincérité. On passe à la météo, présentée par Sandrine Servino. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour la journée de demain, le ciel sera encore bien couvert avant une amélioration attendue pour la fin de semaine. Quelques gouttes de pluie sont susceptibles de s'ajouter au menu. Côté température, les minimales iront de 4 à 7 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain, nous fêtons les Larissa et il fera jour de 6h20 à 18h53. Passez tous une belle journée et à demain! Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Bitche. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnées, fromage affiné, un rayon primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents ? À la passion de l'audition,
Vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Je vous donne rendez-vous ce vendredi pour un nouveau numéro de Polygone. Déjà plus de 3 ans que la guerre fait rage en Ukraine. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays et plusieurs milliers ont trouvé refuge chez nous en Moselle. 3 d'entre eux, Yulia, Arthur et Natalia, ont accepté de témoigner. À leur côté, 2 associations locales engagées dans l'aide aux réfugiés. C'est à découvrir vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. Elle a vécu la Seconde Guerre mondiale et en garde des souvenirs indélébiles. À 98 ans, Jacqueline Mouzard évoque l'occupation, la libération et le fracas des bombes qui résonnent encore en elle. Un récit bouleversant mais aussi un message d'espoir et de paix. Elle s'est confiée au micro de Francis Hoffman et Yannick Sur. Voici son témoignage. Alors nous avons l'immense plaisir d'être aujourd'hui avec Lily Mouzard, celle qu'on connaît aussi sous le nom de Jacqueline Mouzard. Elle avait 18 ans au moment de la libération et je crois qu'elle a encore quelques souvenirs sur cette époque, n'est-ce pas Lily? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs et surtout des flashs qui me marqueront jusqu'à la fin de ma vie. Des flashs plutôt dramatiques quand même. Alors on va cheminer au milieu de ces flashs, si vous le voulez bien. Au moment de la libération, vous habitiez Sarreguemines, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère à Sarreguemines dans les semaines ou les mois qui ont précédé la libération? Je me souviens surtout des bombardements qui sont survenus avant la libération. Il y avait deux bombardements, c'est celui du 1er mai 1944 et celui du 4 octobre 1943. Alors celui du 1er mai 1944, je peux vous le décrire un peu? Bien sûr. C'était un dimanche ensoleillé. Il faisait chaud, il faisait beau. C'est un dimanche où les enfants faisaient leur première communion. Donc les familles se sont retrouvées pour des repas de fête. Et vers la fin de l'après-midi, ils avaient envie d'aller se balader et de prendre l'air. Il y avait la famille Weber qui était partie vers la forêt du Bourholz, la forêt qui se trouve à la sortie de Sarreguemines, côté Rothe. Ils étaient 7 personnes. Il y avait le père, la mère et 5 enfants. Ils se dirigent donc vers le Bourholz. Et là-bas, ils rencontrent la famille Ensminger. Il y avait la mère, la fille et le petit Armand qui avait fait sa communion ce jour-là. Le père était tombé à la guerre 3 jours après l'armistice. Ils se rencontrent en forêt, papotent, discutent et voient venir en sens inverse un promeneur qui avait sur son épaule une branche d'arbre duquel pendait un serpent. Et ça avait intrigué le petit Armand. Ça, il l'avait toujours gardé en tête. Et soudain, ils entendent le bondissement de moteurs, d'avions. Ils regardent en l'air, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une soixantaine d'avions au-dessus de la ville, qui font le tour plusieurs fois au-dessus de la ville. Et à certains moments, le père Weber voit comme un petit signal d'un avion. Il se dit, ils vont bombarder. Et il hurle, « Couchez-vous !» Et tous se sont couchés par terre. Et au même moment, on entend le bruit des bombes, le bruit de leur chute et de l'éclat des bombes. C'était l'horreur. Armand, quand il était adulte, m'a expliqué. Je me suis réveillée, au bout d'un moment, j'étais dans un trou noir.
il y avait un silence de mort. Plus personne ne bougeait. Il y avait un silence de mort. Et ce qu'il a vu, il regarde en l'air, il voit en haut de l'arbre le serpent qu'il avait vu sur le monsieur et le monsieur n'était plus là, il était volatilisé. Il regarde autour de lui, tous morts. Sa sœur à côté de lui était morte, la mère gravement endommagée, elle était atteinte par un tronc d'arbre, et lui a été miraculeusement sauvé par des bottes de terre qui étaient tombées sur lui. Il regarde la famille, mes pères, tous morts. Le père, 45 ans, la mère, 38 ans, l'aînée des filles, 17 ans, la plus jeune avait 2 ans. Tous sont morts ce jour-là. Il m'a dit, c'était l'horreur pour lui. Il m'a dit, j'étais là, je cherchais ma mère. Je disais, maman, maman, où est-ce que tu es, maman, où tu es? Et ce sont finalement les prisonniers russes qui les ont dégagés tous. Quand il était adulte, il y a quelques années déjà, il est décédé maintenant, il m'a montré les cratères des bombes qu'on pouvait encore voir dans la forêt. Et le club vosgien de Sarreguemines a mis une grande plaque à la place où il y a eu ces morts, avec le nom de toutes les victimes. C'était terrible. Et ça, on ne peut pas l'oublier. Quand la libération approchait, est-ce que vous aviez, vous, des nouvelles des avancées du front? Des nouvelles, des informations sur l'avancée du front au moment de la libération? Oui, bien sûr. Mes parents écoutaient les informations, envoyaient au cinéma, ils vous montraient toujours des informations truquées ou pas. Mais autrement, oui, les parents suivaient. Mais nous, personnellement, à 14 ans, tu ne suis pas tellement. Au moment de la libération, vous n'aviez pas 14 ans. Vous étiez plutôt... Là, on parle surtout de la libération, du moment de la libération. Hein. À le moment de la libération, j'étais plus âgée. Vous étiez plus âgée, oui. Oui. Et là, nous avions en face de nous la construction du bunker. C'était donc un abri qu'on avait construit à cause des bombardements, justement. Et aussi construit par les Russes, par les prisonniers russes. Et ça, c'était aussi un flash qui me revient. Un jour, on sonne à la porte. On habitait rue Clémenceau, juste en face du petit presbytère. Et en ouvrant la porte, on voit un prisonnier russe qui me dit « Brot, Brot ». J'étais épouvantée parce qu'au premier et au deuxième, chez nous, habitaient des nazis. Je me suis dit, si les nazis voient ce russe, ils vont le fusiller. Et moi, je vais partir en camp de concentration. Je l'attire dans la maison, je lui donne un peu de pain, ce que nous avions, et je lui ai fait non, nazi, nazi. Quelque temps après, on sonne de nouveau à la porte, un autre russe. Aussi, pour avoir du pain. Je me demande comment ils ont fait pour pouvoir se sauver et pour venir chercher du pain. Je lui ai donné du pain aussi. Et la dernière qui est venue, c'était une petite fille de 5 ans peut-être. Elle avait un grand châle noir. Et en ouvrant la porte, elle me regarde et elle me dit aussi « Brot, Brot ». Et là aussi, je lui ai fait comprendre qu'il y a des nazis au-dessus. J'étais vraiment effrayée quand je les ai vus parce qu'ils auraient été fusillés. Et à partir de ce jour-là, ils ne sont plus venus. Mais ils ont continué à construire le bunker, qui n'a jamais été complètement terminé d'ailleurs. Il n'a jamais été terminé. Vous vous souvenez de la libération, hein? Donc vous aviez 18 ans. J'avais 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu et vécu ce jour-là? Comment vous l'avez vécu? Écoutez, je vais vous décevoir. Je n'ai pas vu grand-chose parce que nous étions pleins dans le deuil. Toute la famille était morte. J'ai perdu ma mère le 2 juin, mon père le 3 juillet, une petite nièce de 1 an et demi. J'ai perdu ma sœur aînée de 32 ans. Tout ça au même moment. Et je vivais avec une sœur handicapée et une grand-mère âgée. Alors, quand les cloches ont sonné pour la libération, nous, on a pleuré. Parce qu'il n'y avait plus personne de la famille. Je n'ai pratiquement pas profité de cette époque-ci.
Donc vous n'en avez pas beaucoup de souvenirs, mis à Non, part... non. Parce qu'à l'époque, on était en deuil, on n'avait pas le droit d'aller ni au cinéma, ni sortir, ni aller à droite, à gauche, habillé toujours de noir. J'allais au lycée toujours habillé en noir. Mais il y a quand même, votre vie a quand même changé à partir de là. Vous n'étiez plus sous l'occupation allemande? Oui, parce que là, il y a eu des Américains. Et je me rappelle justement, en revenant au bunker, nous étions donc logés dans ce bunker, et un matin, il y a 4-5 soldats qui rentrent, et je leur demande, vous êtes des Anglais? Ils me disent, non, on est des Américains. Ah bon? Et il y a un des Américains qui me donne son fusil à tenir et me demande où est le directeur du bunker. Et je lui ai dit, il est là-bas, je lui ai montré où il est. Il est allé discuter avec le directeur, il est revenu, il a repris son fusil, il est reparti. Mais autrement, oui, ce qui me revient aussi, c'est que nous avions, dans la maison que j'habitais, des Américains qui logeaient dans les deux immeubles. Et ils avaient, derrière, dans la cour, ils avaient installé des cuisines. Alors, ils faisaient la cuisine pour les soldats, et ce qui restait en plus, ils me le donnaient pour que je l'amène aux gens du bunker. Et ma grand-mère est restée plusieurs semaines dans ce bunker. Et ils étaient ravis d'avoir ce... Mais j'y allais toujours avec une sentinelle. Il y avait toujours une sentinelle avec moi pour aller au bunker leur apporter à manger. C'est tout ce que je me rappelle de ce souvenir-là. Et l'école. Après, ils nous ont emmenés à l'école, c'est tout. Ouais. Parmi vos flashs, vous me l'avez dit là tout à l'heure, vous voudriez quand même encore revenir en 1943, lors de ce bombardement. Vous parliez de maisons aussi qui ont été touchées. Racontez-nous. C'était du bombardement du 4 octobre 1943. Nous étions tous au lycée, en cours, et vers 11h du matin, alerte, la sirène résonne, on plie bagages et on vendait des abris. C'était presque une habitude, parce que ça se faisait souvent, quand on était obligé d'aller dans les abris. Mais au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, la lumière s'éteint dans les caves. Et c'est là que les enfants ont commencé à pleurer, à crier, à appeler leur maman. Et en même temps, on entend les bombes qui tombent sur la ville. Et la ville a été terriblement bombardée. Ils ont commencé d'abord la gare de triage de Rémelfin, puis le long de la Sarre, le long de la Blise, puis le centre de la ville, les ponts. Et du côté de l'autre côté de la Sarre, il y avait des grands désastres, parce que quand c'était fini, on nous a renvoyés chez nous, et je suis partie chez nous avec une copine, Jeanne Lang. On a passé, elle habitait rue Rothe, moi j'habitais rue Clémenceau. Rue Rothe, c'était la première rue après le pont, à gauche. Et en arrivant au bout de la rue, elle me dit, mais j'ai pas vu ma maison, elle cherche sa maison. Il y avait une bombe qui était tombée sur sa maison et sa mère était en dessous. Ce fut un choc terrible. Et alors moi, vite, j'ai couru vers la maison, rue Clémenceau, j'habitais en face du presbytère, et j'ai vu qu'il y avait une bombe qui était tombée sur l'église protestante aussi. Et il y a eu de ce côté-là de la ville un grand ravage, parce qu'il y avait aussi une partie de l'école de la Sarre qui a été atteinte. Il y a des élèves, une classe qui a complètement disparu. Et c'était très tragique, ça. C'était vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Vous viviez la peur au ventre de façon... La peur? Vous aviez peur tout le temps? Ah ben, la chose la plus horrible qui puisse arriver encore aujourd'hui, c'est un bombardement. Et j'ai encore peur quand on parle de bombardement. C'est ça qui me faisait le plus peur. Et quand nous étions au bunker, j'étais pas loin d'habiter en face. J'attendais qu'un obus tombe. Je sortais en courant chez moi à la maison pour faire le repas. Et je retournais après, de nouveau dans le bunker pour apporter à manger à ma grand-mère et à ma sœur. Et un jour, on n'avait plus de victuailles. Alors il y a un monsieur du bunker qui me dit, si vous voulez, on peut aller à la campagne chercher des victuailles.
J'ai dit, mais comment? Eh bien, on prend les vélos et on va à Blisbruck, par exemple, pour chercher à manger. J'ai dit, d'accord, j'ai mon tuteur qui habite Blisbruck. On a pris les vélos, inconscients, et on a longé la Blise pour aller jusqu'au Blisbruck. Là-bas, ils étaient fous quand ils nous ont vu venir. Mais ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il y a les Allemands tout proches, et vous quittez la Sarreguemines où il y a déjà pratiquement les Américains. Alors on a quand même pris tout ce qu'il fallait pour manger, et on est retourné à Sarreguemines. Indemne, heureusement. Sinon, je ne serais pas là pour vous le raconter. Racontez-nous la vie au bunker, parce que là, vous faisiez des sorties, puis après, vous reveniez. Vous étiez à combien dans ce bunker et comment était l'ambiance? Dans le bunker, on était très nombreux. Et il y avait des gens qui venaient de la campagne aussi, même en Mais vous étiez à charrette. 20, à 30, à 100? Vous étiez à combien? À combien? Je crois qu'on était dans les 2000, là. Voilà. Dans le bunker? Oui. Il y avait 3 grands couloirs. D'ailleurs, il est encore ouvert aujourd'hui. Il paraît qu'on l'ouvre quelquefois pour des exercices de pompiers. Et on l'entretient plus ou moins. Mais il n'était pas complètement terminé, même quand on y était. Mais il n'y a plus de bombardement après. C'est curieux. Là, vous aviez aussi dit que vous étiez en deuil parce que vous aviez perdu toute votre famille. Oui. Le deuil, on a du mal à savoir ce que ça représentait à l'époque. Les contraintes qu'il y avait liées à ce deuil, Oui, le deuil, on le portait... j'avais quel âge? J'avais 16, 17 ans. Il fallait mettre tout en noir, on était tout en noir. On avait un grand chapeau avec un voile noir devant le visage. Et on portait le deuil pendant au moins 2 ans. Et on était toujours noir. J'allais au lycée habillée en noir. J'étais la seule habillée en noir. Et on ne sortait pas, on n'avait pas le droit d'aller ni au cinéma, ni sortir à droite, à gauche, là où on fêtait, là où on était en joie. Ah non, c'était très strict. Quand vous retournez 80 ans en arrière, hein, donc c'était l'époque où on a été libéré, c'est quoi le souvenir le plus marquant qui vous reste? Quand on a été libéré? Oui. Le souvenir marquant, c'est que, c'est vrai, on a entendu sonner les cloches, toute la ville était en joie, il y avait ma sœur, ma grand-mère et moi. On était quand même contents d'être toutes les 3 ensemble. Et on s'est réjouis en s'embrassant, puis c'est tout. C'était aussi simple que cela. Est-ce que vous auriez un message à transmettre aux générations actuelles? Écoutez, j'ai expliqué à mes enfants cette histoire de bombardement qui m'a marqué à vie. Mais je pense qu'un jeune ne peut pas ressentir ce qu'on a ressenti, on ne peut pas savoir. Et quand je vois aujourd'hui ces guerres, ces nations qui se bagarrent avec les bombardements, c'est l'horreur. On m'a dit que à la dernière guerre, il y a eu plus de morts civiles que de soldats. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Je trouve ça terrible. Il ne faut pas souhaiter ça à son pire ennemi. Un bombardement, vous ne savez pas où vous vous mettez, vous ne savez pas comment vous protéger, c'est terrible. Et je dis, essayez donc d'arrêter, c'est pour des oui, pour des non, c'est les guerres. On pourrait, si les nations pouvaient s'unir et rester en paix, ce serait mieux. Mais ça, c'est un autre problème.